Dès que j'ouvris l'œil, le lendemain matin, j'eus l'impression que mes seins allaient exploser. Une nuit complète sans allaiter les avait définitivement laissés bien engorgés de lait. Ma chemise d'hôpital était détrempée au niveau de la poitrine, me laissant la peau toute humide et collante. La première chose que je m'empressai donc de faire fut de tirer mon lait. Aussitôt cela terminé, je pris une douche qui me ravigota. Contrairement à la soirée précédente, je me sentais beaucoup mieux. La sensation de panique avait disparu, ce qui me soulageait vraiment. Une fois rhabillée dans une nouvelle chemise d'hôpital, je constatai que je n'avais plus de serviettes sanitaires en réserve. Je décidai alors de presser sur le bouton d'aide afin qu'une infirmière puisse venir me voir pour que je puisse lui en faire la demande. Mais le temps passa et aucune infirmière ne se présenta. Je pressai alors le bouton à nouveau. Constatant que le délai d'attente se faisait définitivement long, je décidai donc de sortir de ma chambre pour aller directement au comptoir du poste des infirmières pour faire connaître ma demande. Le personnel infirmier était de toute évidence bien occupé, car j'avais l'impression de passer tout à fait inaperçu. Quand je réussis enfin à attirer l'attention d'une infirmière, je lui expliquai que j'avais besoin d'une serviette sanitaire car j'avais accouché 1 mois auparavant et que j'avais encore des saignements. Elle me regarda alors d'un drôle d'air. Elle paraissait de toute évidence bien sceptique à l'authenticité de ma requête. N'étant pas sur l'étage de la maternité, ayant déjà retrouvé le poids d'avant ma grossesse, je ne devais sans doute pas avoir l'air d'une mère ayant accouché il y a quelques semaines. Elle me répondit alors sur un ton insouciant de retourner à ma chambre. Une infirmière viendrait me voir sous peu. Son attitude indifférente me blessa. J'eus la nette impression qu'on m'avait considérée comme une patiente n'ayant pas toute sa tête. Pour la première fois de ma vie, j'expérimentais l'étiquetage et le manque de considération dont sont malheureusement victimes plusieurs personnes souffrant de maladies mentales. Je retournai donc à ma chambre et attendis. Quand je compris que personne ne viendrait me voir, je pressai à nouveau le bouton d'aide. Une infirmière se présenta enfin. Je lui fis donc ma demande sans donner de détails. Elle revint quelques minutes plus tard avec ce dont j'avais besoin. Je profitai de l'occasion pour lui remettre le lait que j'avais tiré en lui expliquant où aller le déposer. J'espérais alors qu'elle ferait passer le mot aux autres infirmières du plancher, à savoir que j'étais une nouvelle mère et que je n'étais pas comme les autres patients du département. Je continuais pourtant de me demander la raison pour laquelle on m'avait donné une chambre en neurologie, parmi d'autres patients âgés qui, d'après ce que je pouvais constater, n'étaient pas de tout repos pour les infirmières. J'avais très hâte de revoir mon fils, ainsi que mon mari et ma mère. Je n'eus pas trop à les attendre, car peu de temps après que mon déjeuner fut servi, ils arrivèrent. Dès que je vis ma mère, je pus lire la tendresse et la compassion dans son regard. Je ressentis également l'inquiétude qu'elle tentait de son mieux de dissimuler sous ses traits souriants. Après nous être embrassés avec émotion, elle déposa Elliot dans mes bras. Dès qu'il croisa mon regard, un large sourire fit son apparition sur ses lèvres. C'était son premier vrai sourire, et j'en fus tout émue. J'eus alors la certitude qu'il comprenait l'épreuve que je traversais, et que c'était sa façon de me le faire savoir et de m'encourager. Je fus aussi tout de suite rassurée quand Gerhard et ma mère me dirent qu'il avait facilement accepté le biberon et qu'il avait passé une très bonne nuit. Quel soulagement ce fut pour moi. Je racontai ensuite à Gerhard les événements de la soirée, lui expliquant les crises de panique que j'avais eues. Je fis aussi mention de la situation que j'avais vécue le matin même pour obtenir une serviette sanitaire. Plus la journée avançait, plus je commençais à me sentir moins bien, et puis à démontrer de nouveaux symptômes dont je n'avais pas conscience. Le tout commença par une vague de panique, qu'une fois de plus, je n'arrivais pas à contrôler seule. Afin de me calmer, je dus demander à ma mère de se tenir près de moi et de me tenir la main le temps que la crise passe. Je sentais la perte de contrôle dans ma tête, et cette sensation m'angoissait grandement. Je savais que c'était l'effet de la panique, mais je n'arrivais pas à contrôler mes pensées, qui me donnaient l'impression de tomber dans le vide.
Ma mère fut très compréhensive et patiente, serrant tendrement ma main et me regardant avec le plus de calme possible. Puis la crise passa. Gerhard remarqua que je commençais à parler avec un débit très rapide et que je claquais des doigts à l'occasion sans m'en rendre compte. C'est ainsi que lorsque le psychiatre Dr. Saïd se présenta à ma chambre pour me poser des questions, je ne pus m'empêcher de dire tout ce qui me passait par la tête et qui, selon moi, était d'une importance capitale pour qu'il puisse poser son diagnostic. Je me rappelle Gerhard m'interrompre à plus d'une reprise afin d'avoir la chance de répondre lui aussi aux questions qui lui étaient posées. Je donnais beaucoup trop de détails inutiles, sans toutefois m'en rendre compte. Et chaque fois que je cherchais un mot pour exprimer plus précisément ma pensée, je claquais des doigts, toujours sans en être consciente. Gerhard établit alors un code entre nous pour faciliter la communication. Chaque fois que je voulais parler pendant qu'il avait son tour de parole, je devais toucher son bras. Il devait faire de même lorsque je parlais. Cette technique facilita grandement nos entretiens avec Dr. Saïd et d'autres intervenants, car elle aida à mettre un frein à mes discours remplis de détails superflus. Gerhard me raconta par la suite que je répétais souvent la phrase « It's all in my head ». C'est tout dans ma tête, en signifiant ici que j'étais consciente que mes malaises étaient d'ordre psychologique. Quand Gerhard demanda à Dr. Saïd la raison de ce comportement inhabituel de ma part, ce dernier lui expliqua que ces paroles que je répétais étaient pour moi une façon de gérer ma situation difficile. Après nous avoir écoutés avec attention, Dr. Saïd demanda à Gerhard si j'avais l'habitude de parler aussi vite. Gerhard lui répondit que non. Puis il quitta la chambre pour aller écrire ses notes sur un ordinateur au comptoir des infirmières. Quand il revint nous voir, il demanda à Gerhard et à ma mère s'il y avait des gens affectés par un trouble bipolaire dans notre famille. Ma mère lui répondit par la négative. Je me rappelle que cette question attira mon attention, mais je l'oubliai rapidement, mon cerveau étant trop attardé à d'autres détails moins importants. Finalement, il nous dit que j'étais victime d'un trouble de l'humeur du postpartum, avec des symptômes de psychose. J'allais recevoir une première dose de médicaments, de l'olanzapine, le soir même afin de traiter mes symptômes. Il allait ensuite assurer un suivi dans les jours suivants. Un diagnostic plus précis serait donné prochainement d'après mon état. Gerhard, ma mère et moi furent bien soulagés d'apprendre que je serais enfin traitée pour mes malaises. De plus, Dr. Saïd nous avait donné une très bonne impression. Il était très attentif et démontrait beaucoup de professionnalisme dans ses interventions. Nous fûmes reconnaissants envers la travailleuse sociale d'avoir contacté ce psychiatre afin qu'il puisse me rencontrer. Comme l'heure du souper approchait, ma mère et Gerhard se préparèrent à retourner à la maison avec Elliot. J'avais une fois de plus le cœur gros de laisser partir mon fils pour la nuit, mais je savais que ma mère en prenait grand soin et qu'il réagissait bien au biberon. En quittant ma chambre, Gerhard me dit qu'il reviendrait me voir en soirée. Cela me rassura, car je n'aimais pas trop l'idée de rester seule dans ma chambre, surtout si je sentais encore la panique monter. Et c'est malheureusement bel et bien ce qui se passa. Peu de temps après avoir soupé, la panique refit surface. En essayant autant que possible de me contrôler seule, j'eus l'idée de me mettre à écrire pour me calmer. Je me suis alors dit que ce pourrait être très utile d'écrire tout ce qui me passait par la tête, sans aucune censure. J'étais alors convaincue que ce document écrit pourrait certainement aider Gerhard et Dr. Saïd à comprendre davantage mon état. Je saisis les quelques feuilles et le crayon que ma mère avait laissés sur ma table de chevet, et je me mis frénétiquement à écrire le flot de mes pensées en attendant l'arrivée de mon mari. Je réalisai que l'écriture me permettait de me calmer, puisque mon attention était centrée sur ce que j'écrivais et mon désir de faire comprendre l'état dans lequel je me trouvais. Je me sentais en mission. J'étais fixée sur l'idée que mon document serait un outil incomparable pour le Dr. Saïd et pour d'autres femmes qui vivraient une situation semblable à la mienne.